quelque chose avant qu'on démarre éventuellement? Déjà peut-être par rapport à ce qui a eu lieu ce week-end ou même dans la semaine passée, si quelqu'un veut dire quelque chose ou voir quelque chose en particulier, c'est le moment de demander. Comme ça, on axe un peu aussi le travail vers cette question-là. Je ne sais pas s'il y a des questions du coup. On a fait la petite réunion dans les locaux, voilà. Et constructif. Alors, moi, j'ai une question. Ouais. Et, pour le conflit entre le Pakistan et l'Inde. J'en étais sûr. Voilà, tu savais très bien ce que j'allais poser. À quel moment ça risque d'avoir une incidence? S'il y a une bombe atomique ou avant? À ton avis? Ah, Là, mais, une bombe, c'est pas grave, une bombe atomique. Ouais, une bombe atomique, est-ce que tu penses que c'est grave? Une bombe atomique, oui, mais. Alors, quand même. Visiblement, le marché n'est pas perturbé. Est-ce que ça va avoir un coup sur l'Europe? D'abord, j'imagine, avec les problèmes que l'on achète le gaz en Inde. Et à partir de quel moment il va y avoir des centaines de morts, des milliers de morts Est-ce qu'on est parti pour ça? Peu importe combien il y a de milliers de morts, je pense que pour l'instant, le marché, il s'en tape complètement et il s'en tapera complètement. Peu importe le nombre de milliers de morts, le civil ne fait pas monter ou baisser le marché. Voilà, s'il y a une bombe nucléaire ou si un des gros décide de prendre position, il y aura quelque chose. Mais voilà. Après, c'est quand même rigolo que ça arrive. Une fois de plus, nous, c'est ça qui doit nous intéresser dans la partie trading et dans la partie géopolitique, c'est que ça arrive à un moment où personne n'arrive à trouver d'accord avec la Russie et à les faire, on va dire, appliquer un cessez-le-feu. Et c'est à ce moment-là où leur principal allié, notamment dans la revente de gaz et de pétrole, se retrouve englué aussi dans un conflit. Donc voilà, c'est plus ça, je trouve, c'est tout ça, c'est des sbires, quoi, en fait, tout simplement. Hein, c'est des conflits interposés et rien d'autre. Et surtout que le prix du pétrole est au plus bas depuis un moment. Donc à part ça, il n'y a pas trop d'intérêt pour les marchés. Et les marchés ont conscience que c'est des sbires et que voilà. Donc pour moi, il ne devrait y avoir aucun impact tant qu'il n'y a pas de prise de position de la part d'un très gros acteur. Et l'enjeu qui perturbe énormément plus le marché, c'est plus la guerre commerciale que se livrent les États-Unis avec le reste du monde que de savoir si une bombe va tomber sur le Taj Mahal ou pas. Ils n'en auraient rien à cirer, quoi. Mais il va parler, Poutine. Peut-être il va annoncer un cessez-le-feu, non? Ça m'étonnerait, hein, de 30 jours, moi, c'est ce que j'ai lu ce matin. Poutine prononcera bientôt un discours, il pourrait y annoncer un cessez-le-feu de 30 jours. Après, bon, nous, c'est le trade. Nous, même si Poutine annonce un cessez-le-feu, quelque part pour le Nasdaq, pas trop d'intérêt. Hein. Le Nasdaq, ça fout un petit peu. Les Américains, ils se moquent un peu de tout. C'est eux et eux. Un peu, c'est ça, hein, en gros. Allez. Bon, oui et non, parce que si demain la Chine venait à attaquer Taïwan, ce serait pas pareil, par exemple. Voilà. Ça, c'est un sujet qui serait beaucoup plus sensible que de savoir l'Inde et le Pakistan. Voilà. Comme l'élection, d'ailleurs, du pape, vous avez été nombreux à m'écrire sur l'élection du pape, hein, c'est génial, c'est très bien, mais bon, le marché, il s'en tape le coquillard. Hein. C'est pas la CIA au Vatican, le pape? Il n'a rien à cirer le marché, il n'a rien à cirer de savoir si le pape il est allemand, français, anglais ou américain. Allez, donc on est parti pour le 12 mai. Donc le 12 mai, on va avoir... on a vu qu'aujourd'hui, déjà, il y avait eu un petit discours de Barkin ce soir-là, juste avant qu'on se parle, mais on va avoir donc le 12 mai Kugler à 16h25. Rien d'autre avant, plus important du moins. Donc 16h25, on a Kugler
Et ce sera tout pour le lundi 12 mai, parce que de toute façon, les adjudications de 3 mois, 8 mois n'ont pas vraiment d'intérêt. Ce sera tout, oui et non, parce que vous l'avez vu, il y a eu une réunion donc, qui avait été programmée par l'équipe de Trump ce week-end, donc samedi, sur laquelle, donc, comme je vous ai mis sur le groupe, sur laquelle Trump a annoncé qu'on avait quand même eu un très bon meeting donc, entre les USA et les négociateurs chinois, et qu'ils étaient tous les deux d'accord sur ce point, que c'était un très bon rendez-vous. Donc là, je pense qu'on va avoir un gap haussier de bien 1,5% à l'ouverture suite à cette communication de Trump. À voir. Et de là, on verra un peu si ça peut porter le cours pour le reste du lundi. Peut-être pas forcément non plus pour lui faire péter les plus hauts, mais de quoi aller chercher au moins le plus haut de la semaine, on le verra après. Plus haut de la semaine qui vient de passer, bien sûr. Donc, ce sera tout pour lundi. Mardi, on va revenir sur l'IPC, donc le CPI IPC Core, 14h30. IPC Core, 14h30. Donc ça va être très important. On sait, c'est pas le PCE, c'est le PCE plutôt qui est la mesure préférée de la Fed, qui est la mesure dont on fait le plus attention la Fed, mais l'IPC reste une donnée dans le PCE, et donc c'est une tendance. Si l'IPC est en baisse, ça peut annoncer un PCE aussi baissier, donc ça peut donner du baume au cœur au marché, sachant qu'on va le voir, des pièges à ne pas tomber dedans, c'est surtout que ces indices de prix se redressent. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'inflation, ce serait le pire des scénarios pour le marché et pour l'inquiétude. « 14h55, l'indice Redbook de vente au détail. » Pardon. Alors, 14h55, j'étais pas sûr de mon jour, hop, vente au détail. Redbook, vente au détail, donc ça nous sert un peu pour préparer aussi le travail, pour ceux qui veulent le faire aussi. On va avoir un IPC Fed de Cleveland à 17h. Donc, on va rester dans le thème de l'IPC, on va le marquer, parce que comme il n'y a pas grand-chose, ça peut avoir un effet. On peut avoir un peu plus de volume que d'habitude sur la bougie de 17h, se dire ah bon, mais comment, et en fait se dire ah merde, je suis passé à côté. Donc vaut mieux se le marquer, ça va pas donner une tendance de marché, mais par contre ça peut, sur la bougie de 17h, avoir une liquidité plus forte. Mercredi 14 mai, on va avoir le discours de Waller à 11h15. Bon, ce sera forcément un marché pour nous complètement fermé, mais à voir un petit peu si, quand on arrive, on est sur un marché haussier ou baissier, qu'est-ce qu'il aura pu nous dire, le Waller. Le taux hypothécaire 30 ans, pour ceux qui, pareil, s'intéressent et préparent, on va avoir un taux hypothécaire 30 ans à surveiller, on va le voir, on va en parler aujourd'hui de ces taux américains qui ne cessent de rebondir. Tiens d'ailleurs, le taux hypothécaire 30 ans, on va le regarder justement. Vous voyez ce taux hypothécaire qui ne cesse de croître finalement. Vous voyez, on était quand même descendu à 6,61 au mois d'avril et on est revenu à 6,84, 6,90 pour le précédent. Donc, on a quand même gagné 0,10 sur 30 ans, c'est quand même beaucoup. 15h10, Jefferson. 15h10, on va avoir le discours de Jefferson, même si c'est fermé. Ça devrait être bon. 16h30, 16h30. Gouverneur, pourquoi gouverneur?
Parce qu'ils La gouvernent. Fed, c'est fédéral, non, la Fed? Ouais. Eh bien, chaque État a un gouverneur, mais pourquoi gouverneur de la Fed? Lui, parce que lui, il est gouverneur, sûrement que les autres, ils sont. Lui, il doit pas gouverner son État. D'accord. Lui, il doit avoir un double titre, quoi. Donc, tu Ouais. des mandats. C'est comme si tu dis il est sœur, tu vois, il a un cumul. Ouais, d'accord. Je me disais, un président, vice-président, comment il y a un gouverneur? C'est un titre honorifique, quoi. Voilà, il doit avoir un petit titre qui lui fait avoir une petite prime que c'est toi, c'est les salaires annuels, tu vois. Petit truc sympa. Dali, mais bon, il amène rien de plus que les autres. Hein. Non, Allez. c'est juste la question. Et 17h, on va prendre ça, le PSCI, Thomson Reuters Ipsos. Ça, c'est, on va se le marquer parce que ça, c'est des nouvelles données qui n'existaient pas avant et qui se mettent en place en ce moment, là, comme l'indice universitaire du Michigan. Je ne sais pas l'impact réel que le marché peut lui donner, mais comme ils vont traiter d'un sujet qui va être de l'emploi justement, et c'est des rapports. Donc, ça peut, et comme il n'y a rien à se mettre sous la dent, le marché peut quand même s'y intéresser assez fortement. On va voir que jeudi, par contre, va rattraper tous les autres jours. On va avoir une grosse journée jeudi, normalement, il me semble. Donc, 14h30, inscription au chômage. Indice manufacturier, pareil, 14h30. Pardon, le PCCI, là, c'était mercredi? Hein? Le PCCI, là, ou le PSCI, c'était mercredi? Oui. Non, c'était, mercredi. Mercredi, 17h. Oui. Ah, donc, jeudi 15, on est sur les bénéficiaires au chômage, hein, comme d'hab, 14h30. On va avoir l'indice manufacturier Fed de Philadelphie, on peut se le marquer, qui va être intéressant, mais surtout ce jour-là, Fed de Philadelphie, et surtout sur l'emploi, etc. Les prix à la production, 14h30. Hein, donc ça, la bougie de 14h30, là, elle va secouer dans tous les sens. On va avoir les ventes au détail en même temps, et surtout en suivant. Et surtout en suivant, on aura un discours de Powell, donc une prise d'information, une prise de parole de Powell dans le cadre d'un congrès, je crois, de ce que je me souviens, et en tout cas qui sera fortement très volatile. Si on allait regarder. Je crois que sa durée, c'est un peu moins d'une heure. On est sur quelque chose d'un peu moins d'une heure. Ce sera bien on sera le 15 mai. Le 15 mai, oui. 15 mai, voilà. Donc, il est là sur une conférence à Washington. Sur quand même, voilà, sur une framework review. Donc, c'est vraiment, on peut le lier à... on peut le lier vraiment à son activité de président de la Fed. Hein. Il va vraiment parler le framework, c'est la table de travail, enfin le tableau de travail, donc le cadre de travail de la Fed. Donc, je pense qu'il va glisser quelques remarques assez bien placées pour la politique actuelle. Donc, c'est très important, 14h40. Lorsque le marché ouvrira, le marché aura déjà absorbé son discours puisque son discours sera passé. Mais ils pourront justement s'appuyer là-dessus, et tant mieux pour nous, pour prendre la direction du jour. Et on n'aura pas grand-chose d'autre, on a juste le GDP à 19h. GDP d'Atlanta à 19h en suivant. 20h05, on va avoir le vice-président de la Fed, donc Barr, qui parle.
vendredi 16 mai, on va avoir donc les indices du Michigan. Qui seront donc ces indices-là, hein, d'attente des consommateurs, etc., que Powell avait caractérisé en gros, désuet de sens, hein, je ne sais plus comment il avait... Ubuesque. Et ubuesque, voilà, mais merci, chaque fois c'est toi qui me le rappelle. Donc, il avait caractérisé ça comme ça, mais le marché, il prête quand même attention parce que, et on va voir pourquoi, en plus, malgré qu'il les ait désignés ubuesques, il en a reparlé mercredi lors de son discours de Fed. 17h30 vendredi, on finira donc par le GDP d'Atlanta réactualisé pour le T2 et ce sera tout pour cette semaine. Donc pas une semaine très riche, hein, une semaine post-Fed, une semaine assez légère, sauf si Trump décide de nous balancer des petits coups. Mais c'est la semaine prochaine, vous verrez, qui comptera aussi. Donc une semaine qui devrait pouvoir revenir sur certains seuils et ce sera intéressant. Voilà. On passe à l'analyse un petit peu de la semaine qui vient de se passer. Donc vous avez vu, j'ai nommé ça donc un partout balle au centre, hein, pour ce travail. Pourquoi? Parce que cette semaine déjà avant la Fed, avant de parler donc de la politique de Fed que dont a parlé Powell, cette semaine avant la Fed, il y a déjà eu l'indice ISM. L'indice ISM, on va le regarder, hop, on va revenir dessus, ce sera pas plus mal maintenant j'aime bien faire ça, comme ça on le regarde en même temps. Cet indice ISM, vous allez voir qu'il est ressorti à 51,6, là, c'est indice non manufacturier, 51,6, au-dessus donc des 50, pardon, et vous savez que c'est un sondage, hein, c'est un travail de sondage que fait sur le marché, sur les entreprises les plus importantes, et que on vient demander un petit peu justement où en est quel est le ressenti de ces entreprises par rapport à plusieurs critères. Et donc, tout ce qui est, chaque fois que vous voyez ISM, c'est des sondages, des indices comme ça qui sortent sur 50. Lorsque c'est sur 50, ça veut dire que le marché globalement est neutre. Lorsqu'on est au-dessus de 50, le marché est donc plutôt dynamique, plutôt positif. Et lorsqu'on est en dessous de 50, on est plutôt pessimiste. Et donc là, on a un marché qui sort à 51,6. 51,6, vous allez voir, donc on a, pardon, c'est pas la bonne diapo, hop, on est là. Vous allez voir qu'on a donc ce rebond ici qui se marque, hein. Un rebond, même si on est sur forcément une tendance plutôt baissière de la part de l'ISM. Non manufacturier, on se rappelle, hein, que les services, ce qui est intéressant pour les services, c'est que c'est quand même 80% du 75 à 80% de l'économie américaine. Donc c'est pas rien, c'est important. Et qu'est-ce qui permet surtout à ces services de se redresser, même s'ils sont au plus bas quand même, hein, plutôt sur les tranches basses par rapport à ce que l'on a connu sur l'année 2024 et même sur l'année 2023, où on était bien au-delà de ça. Ce qui est encourageant, c'est qu'ils se redressent. Et qu'est-ce qui leur permet aussi de se redresser? C'est notamment, essentiellement, la composante prix. On voit que la composante prix, elle aussi, se redresse, hein, vous le voyez, à 65,10, et qu'elle est au plus haut, vous voyez ici, depuis janvier à peu près 2023, qui était ici, et avant ça, c'était sortie de Covid. Donc, c'est forcément pas très bon pour la Fed. Donc là, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la question qu'il aura est, qu'est-ce que ça veut dire la composante de prix? La composante de prix, ça ne veut pas forcément dire que les prix vont flamber, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire, donc c'est pour ça que le marché non plus, si on revient là-dessus, on va le voir ici, vous voyez, l'indice manufacturier prix payé, ici, on voit qu'on était à 61, on monte à 65,
ça ne veut pas forcément dire que les prix vont flamber, mais que quand on demande en fait le sentiment aux chefs d'entreprise, si selon eux les prix payés vont être plutôt inflationnistes ou pas, ils sont plutôt dans l'idée donc d'avoir des prix qui peuvent plutôt rebondir et que si les services ils composent 80% de l'économie américaine, ça peut laisser entendre que les prix potentiellement vont pouvoir aussi rebondir. Par contre, dans la chose qui est positive, c'est que dans l'indice global, on reste haussier aussi avec plutôt une bonne surprise, on va dire, sur le chiffre. Et donc, ça aussi, c'est quand même positif globalement pour l'économie américaine parce que ça repousse un petit peu l'idée de la récession. Si 80% de l'économie américaine est plutôt positive, optimiste, forcément, ça veut dire que quand même, normalement, ils vont faire du chiffre. Donc, en même temps, c'est positif, mais c'est pas tellement bon pour la Fed parce qu'il y a quand même cette partie-là qui rebondit plus précisément et plus fortement quelque part, hein, parce que ils étaient 61 qui était prévu, on était à 60,9, donc quasiment à 61, on attendait un très léger rebond, on a quand même eu presque 10% de rebond, donc c'est quand même un gros chiffre qui sort là en rebond, mais ça reste un ressenti. Toujours pareil, c'est toujours dans le ressenti et c'est pas dans de la hard data fixe pour l'économie. C'est pas quand même super pour la Fed. Pourquoi? Parce que la Fed, elle a quand même un double mandat. Vous savez que les deux mandats de la Fed, c'est inflation et emploi. Et normalement, l'un est lié à l'autre. Hein. Donc là, on peut se dire qu'une composante qui est éventuellement inflationniste et une économie en fait qui pourrait plutôt ralentir, parce que même si on reste sur quelque chose qui est pas négatif parce qu'on est à 51, donc on est plutôt bien placé, mais on reste plutôt sur des tranches basses hein, de PMI. Donc on n'est pas forcément non plus bien placé, donc on est plutôt sur une économie qui ralentit et un indicateur inflationniste. Certes, elle freine, elle ne serait pas en récession, hein, même si elle n'est pas en récession, donc ça serait quand même positif, mais par contre, ça laisse la Fed un peu avec les mains liées face à la situation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce contexte-là? C'est que les taux du 10 ans américain, eux, se redressent complètement. Alors, vous allez me dire pourquoi le taux du 10 ans américain se redresse si on a plutôt un PMI qui sort dans le bon sens. Tout simplement, justement, parce que la Fed, elle se retrouve un petit peu toujours pareil, toujours un peu bloquée, toujours dans ce sas de blocus où elle ne peut pas vraiment trouver d'échappatoire. Et donc, on a quand même un taux 10 ans américain qui revient sur du 4,36, hein, au contact là, de 4,40. Il a même fermé, donc ça c'était en cours de semaine, il a même fermé la semaine bien plus haut. Et il a quand même pris, je voulais vous le montrer là, parce que là où j'avais mis la souris, c'était le jeudi, ici, le jeudi dernier. Pas ce jeudi-là, hein, c'était donc le jeudi 1. Et donc, le mardi 6, on était déjà à 4,40. Donc, ça veut dire qu'en 2 jours de bourse, on avait récupéré presque, vous voyez, ici, on était à 4,12, on est passé à 4,40. Donc, on a pris 0,25 points de base sur 2 jours de bourse par rapport au jeudi d'avant. Donc, 0,25 points de base, c'est quand même potentiellement ce que tout le monde attend que la Fed nous donne. Hein. Donc, c'est pas non plus démentiel quand on regarde, vous voyez, par rapport au plus haut qui ont pu être atteints à certaines périodes, mais ça reste sur une pression plutôt baissière. Mais voilà, c'est quand même marquant, surtout avec une donnée qui finalement plutôt envoie un signal de repousser la récession. Donc, qu'est-ce qui peut un peu finir par faire baisser ce taux 10 ans pour Trump? Du coup, c'est que les taux longs et les taux de marché ils baisseront quand on aura finalement quand même une réelle raison de passer sous les 4%. En fait, c'est un petit peu ce que ça envoie comme signal, et de manière fixe. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une inflation qui baisse plus fortement, hein, qui baisse comme on l'a vu lors du dernier PCE,
Il ne faut pas qu'elle monte avec les taxes telles que l'a anticipé le marché. Il faut aussi qu'il y ait un marché de l'emploi qui se dégrade, mais sans non plus avoir une économie américaine qui soit dans une phase de récession, parce que sinon ça va plutôt amener de l'appétence sur le prix du 10 ans américain, et pour avoir en finalité une Fed qui baisse ses taux. Donc là, ça nous fait plutôt un peu la transition pour partir sur ce qu'a pu être évoqué pendant cette semaine de Fed. Et on va voir que l'enjeu, notamment du 10 ans et des composantes, a été bien travaillé, puisque il y a eu la Fed cette semaine qui, sans surprise, avec aucun argument particulier de la part de Powell, et qui, Powell, nous a pas vraiment donné signe d'ouvrir une porte particulière sur une possible baisse de taux dans les prochaines réunions à venir. La seule chose positive qu'il a dit dans ce sens, qui a eu un effet à un moment donné, je pense, sur les grosses bougies qu'à un seul moment on a eu, plutôt vers la clôture, c'est qu'il a dit que la Fed savait agir vite s'il fallait qu'elle agisse vite. On l'avait vu pendant le Covid, ils ont su se réunir, faire des réunions et intervenir pour baisser les taux, ou du moins monter les taux, pardon, dès qu'il y en a eu besoin, dès que c'était la période un petit peu trop forte. Et donc, ils ont su sortir des clous et ne pas attendre forcément la réunion suivante. Donc ça, c'est le seul message un petit peu positif qu'il a vraiment envoyé. Mais après, pour le reste, il a continué à nous tenir le même discours, c'est-à-dire que j'ai besoin de données claires pour pouvoir intervenir. Voilà, c'est ce que nous dit Powell depuis un moment. Est-ce que tu peux pardon, le chien vers le haut, s'il te plaît? Non, le chien, on l'entend pas. Mais lever ton micro vers le haut, on t'entend manipuler des papiers en pagaille. Je ne sais pas ce que tu fais, tu tapes sur le... J'ai réécrit mes feuilles parce que je m'étais trompé dans les jours. C'est pas grave, mais voilà, c'est juste si tu peux le lever vers le ciel. Donc, c'est beaucoup... voilà, là, il nous a dit que lui, ils attendaient des données claires pour pouvoir intervenir. Donc, en fait, la Fed, qu'est-ce qu'elle veut faire? La Fed, clairement, ce qu'elle veut, c'est elle veut lire un petit peu à travers le bruit de ce marché, elle veut y voir clair, et elle aime pouvoir voir clair dans les données qui lui sont données, transmises, et pouvoir planifier, préparer ses interventions et avoir une vision plus calme et claire du marché. L'année dernière, Powell nous avait tenu en haleine pendant un moment sur ces baisses de taux, souvenez-vous, mais il arrivait toujours à faire rebondir, à faire repartir, parce qu'il était sur des données qui étaient claires. Et là, on est toujours dans le brouillard commercial. Donc, clairement, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'a pas du tout ouvert la porte à la baisse de taux, et il a quand même glissé en plus une ou deux phrases un petit peu à la politique, aux politiques, donc à la Maison-Blanche. Et on le voit quand on parle de pas du tout avoir ouvert de la porte à une baisse de taux, c'est qu'on est quand même passé de 65% des personnes qui pensaient il y a une semaine ne pas avoir de baisse de taux sur le mois de juin à 82%. D'accord, donc on est passé de 34% qui pensaient avoir une baisse à 17%, donc ça fait la moitié de personnes qui a basculé dans l'autre camp, on va dire. Au mois de juillet, pareillement, on pensait, il n'y en avait que 20% qui pensaient qu'on n'aurait pas de baisse de taux au mois de juillet, ils sont maintenant 40%. Et donc, on a, si on regarde même pour septembre, on avait 4% qui pensaient qu'en septembre, on n'aurait toujours pas de baisse de taux, et on en a maintenant 11%. Et on a tout juste, si vous voulez, 43% du marché qui pensent que on aurait, du coup, on a 54% du marché qui pensent que soit on n'aura pas de baisse de taux, soit on en aura une seule de 0,25 d'ici septembre. Alors qu'ils étaient seulement 31% à le penser avant cette réunion de la Fed. Donc, quand je vous dis qu'il n'a pas du tout entrouvert la porte à une baisse de taux, c'est qu'il n'a vraiment pas du tout entrouvert la porte à une baisse de taux. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus personne qui pense qu'on
on peut avoir une baisse. On avait quand même, il y a un mois, 13% des gens qui pensaient qu'au mois de juin, on pouvait même avoir une baisse de 0,50, alors que maintenant, ils sont 0. Donc, Powell, il nous a clairement dit, une fois de plus, il a répété sa ligne de conduite, comme on a dit, donc toujours qu'il avait besoin de données plus claires. Et il a quand même balancé, donc comme je vous disais, une ou deux petites phrases pour Trump, quand par exemple, il explique que la visibilité sur les questions commerciales reste extrêmement mauvaise, et il a dit, nous craignons une éventuelle tension sur notre mandat. Alors ça veut dire quoi? Une tension, c'est quoi? C'est que ce qu'il a peur de voir, c'est de voir des chiffres d'inflation qui, eux, repartent à la hausse sous l'effet de taxes commerciales, mais avec un emploi qui, lui, continue, qui se dégrade finalement dans un ralentissement économique, puisque on est parti pour avoir là, on a eu des publications sur le premier trimestre avec des chiffres, bien que on a vu que le PIB était négatif plus lié à la balance commerciale au ralentissement économique, puisque d'ailleurs les chiffres des entreprises étaient positifs, reste que on a toujours ce spectre d'avoir un ralentissement économique. Et puis aussi, ce qui peut se passer, c'est que maintenant qu'on a bien gonflé les stocks, qu'on a bien surenchéri les stocks dans les entreprises, ce qui peut aussi se passer, c'est qu'on exporte à l'inverse plus du tout, et qu'on ait un ralentissement de la consommation, et que pour liquider ces stocks, il va falloir, je l'espère, qu'on fasse un peu de déflation. Parce que sinon, si c'est pas ce qui arrive, et parce que je pense que c'est la carte qui a été aussi jouée par l'administration de Trump, mais si c'est pas ce qui arrive, et donc c'est ce que craint Powell, ça peut créer une tension avec une hausse sous l'effet des taxes commerciales dans les prix, et on le voit dans la peur de la part des entreprises sur la composante prix, sur l'ISM, et avec un emploi qui, lui, ralentit et se dégrade. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les rapports, puisqu'on a quand même une augmentation du chômage avec 240 000, qui est un seuil des plus élevés que l'on n'avait pas vu depuis bien un an. Depuis quelque temps, on est revenu plutôt sur les seuils de 240 000, alors qu'on était plutôt sur les 220, 230 maximum depuis quelque temps. Donc, si ça devait être le cas, on donne la priorité à quoi pour la Fed? C'est ça la vraie question. Parce que dans un cycle économique classique, s'il y a un ralentissement économique, ça entraîne un emploi qui se dégrade et donc ça entraîne une inflation qui ralentit. Ça, c'est le cycle classique économique. Mais quand on a les politiques qui s'en mêlent et qui, eux, viennent perturber ce cycle économique, on va dire plus classique, ben, forcément, il va falloir que la Fed, à un moment donné, elle se retrouve prise en étau, mais qu'elle fasse un choix. Elle ne peut pas juste rester comme ça dans l'attente. Et ça, d'ailleurs, il y a un des membres de la Fed, Williams, qui est quand même le président de la Fed de New York, donc c'est quand même une Fed qui compte, qui, lui, l'a dit clairement. Il a dit clairement, si Powell n'avait pas été vraiment clair sur le sujet, puisqu'il a juste dit qu'il craignait une éventuelle tension sur son mandat, il y a Williams qui, lui, donc, dans ses propos, a clairement dit pouvoir s'attendre à ce que, effectivement, la Fed se retrouve confrontée à une situation d'inflation qui repart à la hausse liée à l'effet des taxes commerciales, et que sous l'impulsion d'un ralentissement économique dans le même tempo. Et lui a annoncé qu'il pensait que les États-Unis seraient en récession économique sur le second trimestre, et donc rentreraient dans une récession. Autre phrase assez importante de la part de Powell, il a quand même dit qu'il ne se trouve pas dans une situation où la Fed est en capacité d'anticiper. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que c'est ce que lui reproche Trump et maintenant aussi Scott Bessent, le vice-président. Ils mettent la pression sur Powell. Trump a encore traité cette semaine d'imbécile, maintenant carrément, il ne se gêne plus. Il a traité d'imbécile Powell qui comprenait rien. Parce qu'il ne voulait pas mettre en place cette baisse de taux et anticiper ce qui arrivait. Mais justement, Powell, en fait, il s'en est défendu en disant qu'il ne pouvait pas anticiper. Et pourquoi il ne pouvait pas anticiper? Parce qu'il a bien dit que c'est tout simplement parce que dans un tel brouillard, il a dit que ce serait une partie de poker, en fait, de prendre un risque sans données concrètes. Et la phrase clairement que Powell nous a dit, c'est que surtout, qui pique un petit peu Trump
et qui laisse en même temps entrevoir une inquiétude, c'est qu'il nous a dit, si rien n'est fait dans les semaines qui viennent au niveau commercial, l'incertitude que nous voyons dans les données soft vont commencer à se voir dans les hard data d'ici quelques semaines ou mois. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Powell, il est inquiet que ce qui, pour rappel, a caractérisé Dubuesque il y a quelque temps, souvenez-vous, donc on en parlait en début, sur l'indice du Michigan et que l'on va avoir le vendredi qui arrive, ce que Powell a qualifié parce que les chiffres, le chiffre d'inquiétude qui ressortait de la part de ces consommateurs était finalement décorrélé, notamment en anticipation d'inflation. Vous voyez, ils anticipaient quand même 6,5% d'inflation, 4,4 à 5 ans. C'est complètement décorrélé de ce qui peut arriver concrètement, réellement sur le marché. Mais en dehors de ça, ce que dit Powell, c'est que par contre, si la consommation n'est plus là, si la confiance des consommateurs ne revient pas et que on continue à sonder ces consommateurs, on continue à leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'ils continuent à être dans ce sens, à un moment donné, cette soft data, elle va forcément se voir dans les chiffres réels. Et les chiffres réels, c'est quoi? C'est par exemple le PIB. Le PIB, quand il sort et qu'il est négatif, bien que c'est la balance commerciale, ça se voit dans le chiffre réel. Mais qu'est-ce qui fait que la balance commerciale et l'augmentation des exportations a eu lieu? C'est la panique, c'est la crainte des taxes. Donc, c'est le comportement, que ce soit du chef d'entreprise ou du consommateur, qui a fait avoir un résultat réel dans le hard data qui peut angoisser le marché et qui peut faire peur. Et donc, c'est ça qu'il veut nous dire, c'est qu'il dit qu'à un moment donné, si rien n'est fait dans les semaines niveau commercial, dans les semaines qui viennent niveau commercial, donc il répète, je vous répète la phrase, l'incertitude que nous voyons dans les données soft va commencer à se voir dans les hard data d'ici quelques semaines ou mois. Et donc, ce qu'il veut aussi mettre en lumière ici, c'est que finalement, Trump, il a fait beaucoup de bruit, énormément de bruit, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui a été fait. Parce que, à part foutre le bordel, il y a le niveau commercial, qu'est-ce qui a été signé, hein? Donc, quand même, ce que l'on peut reconnaître à Trump, c'est que dans tout ce branle-bas de combat, avec effet d'annonces multiples, d'ailleurs, où on perd le fil, hein, on ne sait même plus, tellement il en fait, on ne sait même plus trop où c'est que ça en est. On passe quand même donc, sur un marché qui monte pas mal, hein, qui récupère, regardez, qui monte plutôt pas mal depuis un mois. On passe quand même sur un marché qui monte bien, qui récupère presque, qui se retrouve, vous voyez, à 10% de son plus haut de tous les temps, hein, donc qui n'est pas si loin que ça, qui est plutôt voilà, au milieu de ce seuil, hein, un marché qui revient aussi vers du 20 fois les bénéfices anticipés sur le marché action, et un Trump qui quand même, ce marché qui revient là, à 10% près de son plus haut de tous les temps, avec des taxes sur les produits chinois en vigueur actuellement à 140%. D'accord? Donc là, on a des taxes sur les marchés chinois à 140% et on a un marché qui est à 10% de son plus haut de tous les temps. Il nous annonce de vite sortir, de sortir vite acheter des actions par tweet, parce qu'il y a un meeting avec la Chine ce week-end. Là, on va le voir, je pense que suite au résultat du meeting, vu que ça s'est bien passé, on va avoir un gap haussier au moins de 1%. Donc, on va revenir plutôt vers les 20 400, 20 500, là, peut-être par ici, vous voyez, vers ce top-là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, il nous le donne. Attendez, il nous le donne en disant quand même que on serait plus proche d'une réalité en adéquation avec le climat actuel, avec des taxes à 80% sur la Chine. En fait, le marché se retrouverait à 20 500 points avec une taxe à 80% sur les produits chinois. Je trouve que quand même, c'est là où ça, on peut lui reconnaître qu'il est assez fort
parce que finalement, le marché a fini par accepter ça, hein, accepter la situation plutôt, accepter tout ça, sans réel accord signé, des taxes appliquées sur des pays avec des sommes incroyables. Et le seul accord qu'il a vraiment signé cette semaine, qu'il a vraiment validé, c'est avec le Royaume-Uni, bon, un de ses alliés majeurs, hein, qui avait d'ailleurs quasiment fait aucun bruit au moment de l'annonce des taxes commerciales. Ils avaient plutôt rien dit, ils avaient été plutôt discrets, le Royaume-Uni. Et puis c'est super, ils sont super contents parce qu'ils s'en sortent avec un très bon deal que Trump annonce comme un super deal et que c'est le plus petit deal qu'il acceptera. Et ils ont pris quand même 10% dans la tête sur leur droit de douane. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment de deal, c'est-à-dire qu'il avait annoncé 10% et les autres ils ont signé et puis c'est tout. Donc oui, forcément, pour lui c'est un très bon deal, mais est-ce que vraiment ça donne envie aux autres de négocier? Je suis pas sûr, quoi, parce que s'il y en a qui ont envie de se mettre à genoux, ça veut pas dire que tout le monde ça donne envie aux autres de le faire. Donc les niveaux de valorisation, est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment en ce moment un marché très bon? Est-ce que c'est opportun d'être en possession d'un titre Nasdaq à 20 150 points C'est pas sain. ou là, sur l'ouverture, plutôt à 20 400 ou 20 500? Dans ce contexte, est-ce que c'est vraiment cohérent dans un environnement où la Fed, elle n'a pas prévu de baisser ses taux et que les taux longs, elle n'a pas prévu de baisser ses taux, ni la réunion qui vient de passer, ni entrouvert la porte pour les prochaines, et donc plutôt passer tout l'été comme ça. Elle a juste dit que s'il y avait besoin, elle pourrait réagir vite, mais c'est tout. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les taux longs qui, eux, rebondissent encore parce que, comme on l'a vu sur le 10 ans américain, parce qu'à un moment donné, il y a quand même un climat un petit peu aussi de questionnement hein, de la situation américaine. Et puis, il y a aussi ce côté avant, c'était Buy America, tu vois, parce que quelque part, on est serein. Mais là, est-ce qu'on est toujours aussi serein? Voilà. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Donc, est-ce qu'on a toujours envie de monter dans l'avion? Et donc, les taux qui montent, la Fed qui est bloquée, ce contexte, et on a des bénéfices anticipés, des ratios de bénéfices anticipés où on est revenu à 20 fois les bénéfices, 20 et demi, 22 fois les bénéfices. Pour vous donner idée, quand on était là tout à fait en haut, on était sur le S&P à 22 fois les bénéfices. On est à 20 et demi. On est à 20 et demi en appliquant 80% de taxes sur les produits chinois. Voilà. Donc moi, je me questionne un petit peu, et je vous avoue, ça c'est un peu personnel, et dans ce que j'ai pu lire, qui me fait aussi vous en parler et être prudent. Alors attention, je crie pas au short, hein. Je dis pas qu'il faut prendre et qu'il faut. C'est pas du tout. Vous savez bien en plus que je suis pas du tout shorteur, donc c'est pas pour ça. Mais je suis plus méfiant, on va dire, plus craintif. Et donc dans cette crainte-là, j'ai lu pareil quand même un article de Bank of America qui a attiré l'attention que finalement le marché il était très dopé vers le haut par le trader retail. Le trader quoi? Le trader retail. Et c'est que quoi? donc le trader le particulier en fait. Ah d'accord. Et que finalement depuis 4 semaines consécutives, on avait plutôt les fonds d'investissement, donc la smart money, hein, l'argent qui compte, quoi, si on peut dire, ceux qui ont du coup beaucoup d'argent, qui eux avaient plutôt des flux sortants. Et que de ces fonds communs, ils avaient plutôt des flux sortants sur les actions américaines et des flux entrants sur les actions européennes et japonaises. Donc, Bank of America qui dit ça, c'est pas n'importe qui. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a donc le retail qui pousse ce marché-là un petit peu vers le haut. Mais attention, ça veut dire que donc cette poussée, et peu importe jusqu'à où on monte, elle peut être fragile. Ça veut dire qu'elle peut être fragile. Et dans quel sens elle peut être fragile? Parce que quelque part, si le marché monte, on s'en fout qu'il soit retail ou qu'il soit smart money. Parce que si la smart elle s'y met,
Si ça, c'est le retail tout seul, quand la smart money, elle va appuyer sur le bouton, et c'est là en haut qu'on est, c'est à 30 000. Voilà. Mais ce que l'on peut vraiment se poser comme question, c'est est-ce que la smart money va appuyer sur le bouton? Et est-ce que quelque part, à un moment donné, ils ne vont pas appuyer sur le bouton aussi pour faire mal? Parce que on a un Finch, par exemple, qui a considéré que le Canada va être en récession et que cette récession pourrait s'étaler sur toute l'année 2025. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire quand on lit ça et que le Canada, c'est quand même l'un des, si c'est pas le plus, le pays qui commerce le plus avec les USA. Hein, et qui va se retrouver en récession sur l'année 2025, toute l'année, d'accord? C'est ce qui est prévu par Finch. Finch, c'est pas Maxime du Sacré-Cœur, c'est Finch, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Donc, quand il prévoit qu'un pays entier va être en récession pendant l'année, on peut vraiment se dire, à un moment donné, est-ce que ça montre pas l'effet un petit peu mondial que peut avoir la politique de Trump dans les échanges commerciaux? Et là où j'en viens à me dire, donc, à faire le lien avec ce trading du trader retail, c'est que oui, Trump dit aux traders retail, allez-y, achetez des actions, tout ça. Ok, je vais baisser les impôts, je vais vous mettre bien, en gros, pour faire simple, je vais vous mettre bien, acheter des actions. Les Américains, c'est pas comme nous, hein. Tous les Américains détiennent des actions, ils ont c'est leur fonds de retraite, c'est leur retraite, les actions. Donc, eux, ils ont tous, déjà, toutes les pensions de retraite investissent dans les actions, ils s'offrent des actions à Noël, donc ils ont cette psychologie argent, action. Donc, si lui dope le marché en parlant aux gens comme ça, ok. Mais par contre, si demain, on commence à avoir un petit peu plus d'inquiétude sur le marché et de panique, imaginons que les USA, on va faire une projection, hein, là on est vraiment purement dans la projection, mais c'est pour calmer un petit peu le truc aussi. Imaginons que demain, on a un PCI qui sort, le CPI qui sort cette semaine, imaginons qu'il sorte avec une inflation, ce qui pourrait être logique, puisque comme, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait dit au dernier travail des cartes, c'est que c'est maintenant finalement que le résultat des droits de douane mis en place va se faire. Si les droits de douane ont été mis en place au mois d'avril, c'est pas au mois de mars et avril qu'on va avoir de l'inflation. C'est au mois de mai. C'est logique. Donc, c'est maintenant qu'ils vont se faire sentir. Si on a finalement un contexte sur l'inflation qui se durcit un petit peu et qu'on conserve ces angoisses économiques au niveau de la récession, qu'on a le principal pays avec qui commercent les USA qui rentre en récession, c'est aussi des consommateurs de moins, c'est des exportations de moins, c'est une activité plus faible pour les USA de la même façon. Ok ? Il n'y a pas que les USA qui s'autoconsomment, il y a aussi les USA qui exportent vers les autres pays. Et donc, si on a ce ralentissement-là, plus le ralentissement intérieur, avec de l'inflation, est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas y avoir un peu plus de questionnement sur le réel, la réelle capacité des États-Unis à passer cette tempête, surtout avec l'endettement qu'ils ont et un président de Fed qui a plusieurs fois dit qu'il fallait faire quelque chose sur l'endettement et que d'ailleurs Trump s'efforce à le faire. S'il y a un vent de panique, c'est qui va pouvoir appuyer sur le bouton? C'est pas le retail. Hein. Le retail, il n'a pas les moyens d'appuyer sur le bouton. Le retail, il va se faire souvent défoncer. Par contre, le fonds d'investissement, s'il a envie d'appuyer et de balancer à la vente, parce qu'il commence à s'angoisser, les bougies, elles vont être... D'ailleurs, vous savez, vous l'avez tous vécu en août 2024, quand il y a eu la Banque du Japon qui a annoncé passer ces taux d'intérêt en positif pour la première fois depuis je ne sais combien d'années, les bougies qu'il y avait, ce n'était pas du retail. Hein. C'était pas du retail qui avait emprunté de l'argent au Japon pour le transformer en dollars et acheter de l'action américaine. Hein. Vous avez bien compris que ce n'était pas Michel Martinez à Saint-Estève qui avait fait ça. Hein. Donc, donne pas mon adresse, s'il te plaît.
les bougies qui dégageaient le marché et qui étaient vers le bas, c'était pas du trader retail, c'était de la smart money. Et donc, si la smart money, elle se met à appuyer sur le bouton, le trader retail, qu'est-ce que ça vous a fait faire? Est-ce que c'est là où vous avez validé des comptes ou c'est là où vous en avez grillé? Plus grillé que validé. Voilà, ça vous a grillé les comptes. Hein. Donc, si la smart, elle se met à paniquer, attention, parce que le retail, il ne peut pas lutter en face. Et c'est là où, en fait, du coup, je veux attirer, moi, cet article, je vais le garder quand même un petit peu dans le coin de l'oreille, parce que je vais me dire, attention, si le marché se met à baisser, on est bien, on n'a pas on va pas s'angoisser, mais si on commence à avoir des doutes, des craintes sur l'économie américaine, attention, on est quand même toujours, vous voyez là, on n'a toujours pas cassé ce plus haut-là, qui sera intéressant à casser, et quand on va l'avoir cassé, il faut rester bien au-dessus. Si on revient à le casser et qu'on recasse, vous voyez ici plutôt les 19 000, là, ça va commencer à pouvoir secouer fort parce que ça voudra dire peut-être qu'on est angoissé et on n'aura pas besoin d'une bombe atomique ni sur l'Inde ni sur le Pakistan pour que ça les angoisse. Voilà. Donc, voilà sur quoi je voulais un peu attirer votre attention. Je ne suis pas vraiment hyper à l'aise d'avoir un marché dans ce contexte, vous l'aurez compris, avec des multiples autant valorisés. Honnêtement, voilà, c'est pas pour moi génial. Est-ce que vous avez des questions, notamment justement par rapport à ce qu'a dit Powell et aux attentes de Powell, de la Fed et de ce qu'on peut avoir dans les semaines à venir? Ça induit une bulle spéculative. Non, c'est pas vraiment. Enfin, de toute façon, alors ça induit. Ce que tu veux dire quand tu dis ça, je pense, tu veux dire sur Trump, ce que dit Trump, le fait qu'ils disent allez-y, achetez de l'action, c'est ça sûrement que tu veux dire quand. Ouais, voilà. Donc oui, ouais. Enfin, même sans parler de spéculation, pour moi, c'est clairement c'est du délit d'initié. Enfin, on n'a jamais vu un président dire aux gens allez acheter des actions, hein. Je vais faire quelque chose de bien. Enfin, je comprends même pas qu'on continue. Enfin, là, on devrait fermer le marché et dire bon, attends, garçon, tu sais quoi, on va trouver une autre solution. Soit tu arrêtes de parler des marchés, soit c'est quoi ça? Enfin, imaginez s'il le dit sur Twitter, imaginez ce qu'il dit à ses petits copains. Enfin, une fois, il l'avait fait déjà, il me semble. Ouais, non, mais s'il le dit sur Twitter, vous pensez bien qu'alors, avant de faire quoi que ce soit, imaginez ce qu'il dit à ses potes, vendez ou achetez. Enfin, mais il n'a pas le droit. Enfin, Alors Powell, demain, il a qu'à appeler tous ses potes et dire c'est bon les gars, je vais baisser les taux, t'inquiète, ça va bien se passer. Et puis on va tous acheter. Non mais attends, c'est quoi? Et tout le monde se met à balancer des tweets. Non mais là c'est un délire, hein, c'est surréaliste. Ah oui, mais complètement surréaliste. Pelosi, elle avait fait aussi. Je comprends même pas qu'il n'y ait pas à un moment donné, même je sais pas, des autorités mondiales qui se posent un peu plus la question, le FMI ou quoi, et qui disent, enfin voilà, faut enlever. Je sais pas. Après comment, en même temps, il a été élu démocratiquement, mais comment faire? Parce que voilà, il est élu démocratiquement, mais il pèse sur les marchés et c'est lui qui les choisit, quoi, en fait. Il dit allez acheter, allez vendre. Bon, ok. Bref, ça c'est clair que c'est complètement fou. Mais en tout cas, ça lutte bien contre les fonds et voilà. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur le dernier mois, sur les 4 dernières semaines, hein, c'était ça qu'il disait dans l'article, et en fait, c'est vachement intéressant, je trouve, parce que moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, 4 semaines, ça fait quoi? 4 semaines, c'est un mois. Un mois, ça nous fait 11 mai, 11 avril. Bon, l'article a été écrit le 11, il a été écrit vers le 7. 7 avril, regardez, 7 avril, je suis où? 16 004. 16 004. Et donc, depuis 4 semaines, le marché, il fait que monter. En fait. Il fait que monter, le marché, depuis 4 semaines. Et depuis 4 semaines, la Bank of America annonce que les fonds d'investissement, ils sont plutôt à sortir leur argent. Bon, ok. C'est un peu bizarre. C'est pas bizarre, c'est que c'est le retail. Là, ça, c'est du retail. Attention aux trappes, quoi.
Attention aux trappes, parce que quand il n'y aura plus rien en face, ça veut dire quand il n'y aura plus personne là en face pour maintenir le marché. Attention. Parce que, et pourquoi aussi, je vous avoue aussi pourquoi j'ai cherché des infos sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques bougies à 15h40, vers 15h45. Avant 50, il me semble qu'il a dit, Richard. Tu veux dire qu'elle est sauvage? Il y a des bougies. Ouais. Entre 15h40, oui, et 15h50, ouais. Ouais, entre 15h40 et 15h50, là, il y a à chaque fois une grosse bougie là, qui d'un seul coup fait beaucoup de points. Mais elle est souvent rouge. Hein. Oui. Très peu bleue. Hein. Même plutôt pas bleu. Tout le temps rouge, ouais. Dans rouge. 98% des cas. Et même si après elle remonte, mais sur le coup, lorsqu'elle sort, waouh, elle te secoue. Et nous, bon, on en a eu, elle a été avec nous, on va pas s'en plaindre, mais il y a eu quelques fois où waouh, comme ça, tu fais oh, c'est quoi ça? Mardi, je crois que c'était. Et c'est pas, donc voilà. Ça c'est du, et ça montre que effectivement ça confirme un petit peu ce que j'ai lu dans l'article. Je me dis tiens, je fais le lien en tout cas. Il faudrait regarder, vous voyez la bougie, tiens, toi peut-être Mélina, tu peux nous le dire. Est-ce qu'en ce moment la bougie de 21h50, elle est plutôt rouge ou celle de 21h? Moi j'arrête à 21h45, donc je peux pas te dire. Ah ben d'accord, ok, tu peux pas nous dire. Mais voilà, ce serait à voir, ce serait à regarder. Est-ce qu'en ce moment elle est plutôt rouge à 21h50? Parce que 21h50, pareil, surcroît de volume. Voilà, si elle aussi elle est plutôt rouge, on peut se dire tiens, bizarrement, quand les gros ils doivent injecter ou enlever, ils le font dans le même sens. Quoi. Je regarderai dans la semaine. Donc à faire attention, tout ça aussi pour dire que ça n'arrivera que si à un moment donné on commence à se poser des questions sur l'économie américaine. Pour l'instant, on voit bien que c'est pas vraiment le cas. Ils sont assez quand même sereins et ils regardent toujours vers le haut. Donc, on va regarder un petit peu. Si ça fait 20 fois déjà le prix, la dernière fois à 22, c'est retombé. Ça se peut que ça retombe avant d'arriver à 22. Oui, après il faut qu'il y ait des raisons. C'est pas retombé parce que c'était à 22. C'est retombé parce que c'est parce que Trump il a commencé à mettre en place des droits de douane et c'est lui-même qui se fait mal, hein, tout simplement. Hein. C'est pas retombé parce que c'était à 22. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, ça avait été plus haut et quand ça a commencé à tomber, c'était. Parce que déjà quand c'est à 22, 23, c'est pas sain. Ah non, déjà même à 20, hein, c'est pas très sain. Donc c'est logique que ça revienne un peu. Oui, c'est logique. Il faudrait que ça revienne. Est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas. Si, parce que à un moment donné, par exemple, là, on est déjà au mois de mai, au mois de juin. Donc là, dans un mois, on va avoir la publication des résultats plutôt fin juin, en juillet, on va avoir la publication des résultats des entreprises. Si les entreprises, elles publient des résultats positifs, est-ce qu'à un moment donné, c'est vraiment pas sain que le multiple y monte? Voilà, du moins, ça semble pouvoir être une bulle. Maintenant, la bulle, elle a quand même bien dégonflé pendant un moment. Elle se regonfle plutôt vite. Je dis juste attention parce qu'elle se regonfle avec plutôt du trader retail que de la smart money. Et en fait, le seul petit risque qu'il y a, c'est ça. C'est que par contre, le trader, la smart money, peut choisir de regonfler la bulle ou de la percer. En fait. Et ça, elle va le choisir que sur les statistiques hard data liées au pays en général et aux décisions de la Fed. Donc, si on estime à un moment donné que la Fed est bloquée par de l'inflation d'un côté et un ralentissement économique de l'autre, là, je peux vous dire que oui, la smart money décidera de percer la bulle et on aura des très grosses chutes. Et quelque part, ce momentum-là que l'on a, depuis le 9 avril, on peut le réabsorber en 4 jours, hein, en 5 jours. Il n'y aura pas de problème. Voilà.
C'est ça qu'il faut juste voilà, garder en tête. Après, ils peuvent aussi, si les résultats sont bons et que finalement, parce que pour l'instant, c'est du quand dira-t-on, mais pour l'instant, vous savez, le produit chinois, c'est pas le produit qui est à 4 000 $. Hein. Le produit chinois, c'est le produit qui est plutôt à 2 $. Hein. Donc, même s'il met 100% sur 2 $, bon, ben, on va passer à 4 $. Peut-être ils achèteront moins de petits produits chinois à la con. Vous voyez, qui n'en a pas, hein, qui n'a pas le truc là pour faire les œufs en forme de cœur dans la poêle, quoi. Voilà. Mais avant, on n'avait pas ça, hein, et on se portait très bien, on vivait quand même. Hein. Donc, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Le produit chinois, normalement, c'est pas le produit nécessaire. Donc, on peut avoir un ralentissement sur ces produits-là et avoir une économie qui continue de bien se porter, bien heureusement. Donc, si c'est le cas, la smart money reviendra et là, elle nous aidera à aller chercher les plus hauts facilement. Voilà. Donc, graphiquement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Bon, ben là, c'est que déjà, dès lundi à l'ouverture, là, dès minuit, je pense qu'on va avoir un beau gap haussier de bien 1%, 1,5%. Donc là, on est quand même à 20 140 en gros. Fois 1,015, on devrait être voilà, vers 400. Allez, si on dit qu'on en a un seul %, 340. Donc, et pourquoi c'est intéressant 340? Ben regardez, plus haut de semaine, plus haut du mois, 337, impeccable, c'est pile le plus haut de la semaine qui vient de passer et le plus haut du mois, vous voyez, du mois de mai. Donc là, 340, on devrait venir le chercher dès minuit. Minuit, potentiellement, aller chercher, vous voyez ici la R2J, 392, qui m'a l'air pas mal, donc pas loin du 400. Ce que j'espère, c'est que entre-temps, dans la nuit et dans le matin, les Européens puissent pousser un petit peu, mais que nous, en ouverture, on ne soit pas si loin que ça des 400 points, 390. Pourquoi faire? Pour revenir s'appuyer dessus. Parce que je pense que s'ils ne sont pas loin au moment de l'ouverture, ils auront envie de revenir s'appuyer vers les 340 ici, hein, voire idéalement, ce qui serait le top du top, c'est le plus haut de la semaine précédente, 275, s'appuyer vers 275. Vous voyez, la R1J à 267, donc ce serait super bien placé. S'ils touchent ça et ils repartent, ce serait idéal pour nous, pour aller chercher potentiellement les 20 500 là en haut. Donc, ce serait un super rebond alors. Je pense que ça pourrait être un très bon rebond. J'espère qu'ils puissent rester un peu au-dessus à l'ouverture, mais qu'au moment de l'ouverture, il ne faut pas qu'on soit vers 440, 460, vous voyez, parce que peut-être ce qu'ils peuvent faire, c'est aller par contre à l'inverse, toucher les 500 et rendre de suite. Et là, nous, on aura un peu plus de mal. Alors que j'aimerais bien, s'ils sont plutôt situés vers ici 390, qu'ils reviennent au moment de l'ouverture sur le plus haut du mois, donc 340, là, 337 comme on l'a vu, 340, ce serait idéal. Et nous, si on arrive à rentrer là, ça serait 1, et un autre peut-être à 275, ce serait 2. Et si on a ces deux trades-là, bon, ben voilà, ce sera parfait. Et si c'est dans cette zone que part le rebond, eh ben on pourra l'accompagner aussi à la montée. Donc ça, c'est ce que je pense qu'on va avoir demain. Enfin, donc là, déjà dès minuit. Hein. On l'entend là, non? Ouais, ça va. Ouais, mais c'est pas très gênant, ça va. Honnêtement, ça me dérange plus d'avoir le bruit de tes papiers quand tu les tapes. Je sais pas pourquoi tu les tapes sur la table que le chien qui ronfle, parce que le chien, à la rigueur, c'est parce que je mets des machins, là, comme on appelle ça, des trombones, alors j'aime bien qu'ils soient bien alignés. Quand je fais, parce que le tic-tic, quand tu tapes, quand ça tape, c'est le tac-tac, c'est strident par rapport au chien. Le chien, c'est grave, donc c'est moins... donc après mardi, avec l'IPC, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est que si l'IPC inquiète dans le sens si vraiment il sort il sort en hausse, quoi. Il sort inquiétant sur le sujet de l'inflation. On voit bien qu'on peut revenir plutôt, vous voyez, vers ce milieu, justement vers là où on s'est arrêté, à mon sens, parce que
en fait, finalement, pendant une grosse partie de la semaine, regardez, on est resté dans ce gap. Hein. On est resté, vous voyez, le ventre mou, il était là, quoi, clairement. Hein, il était vers les 20 100. On a été un peu au-dessus, un peu en dessous et tout le reste du temps dessus. Hein. Donc, à mon sens, ce qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est plutôt un retour. Donc, plus haut du mois précédent, vous voyez, 20 044, on peut le toucher et rester vers les 20 150 sur la journée du mardi. Donc, avec si IPC est mauvais, hein, bien sûr. Si l'IPC est bon, par contre, on fera première tentative de casser 20 500. Hein. Ça, à mon avis, si l'IPC est bon, on ira chercher les 20 500. On peut les, voyez ici, en plus, on a la R3J au même endroit. On peut venir le tester et un peu, finalement, ou passer légèrement au-dessus, redescendre et après finir la journée vers les 500. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on les franchit, on reviendra s'appuyer dessus avant de repartir. On va pas les franchir. On va pas les franchir comme dans du beurre, ça c'est sûr. Vous voyez, regardez, celle-ci de mèche est pas mal. Elle est quand même en date du 25 mars. Donc si on revient là, c'est quand même sympa. Et ici, tenez, on va se le mettre comme ça. Regardez, on est pile à combien? Hop, on est pile à 36 là. On est vers 40. Je pense qu'on est au plus haut là, ouais. Hop, 36, 75, voilà, deux fois. Tac, tac, deux bougies là en 1 heure hein, qui ont fait le même, exactement le même à 36, 75. Donc attention, vous voyez, ça c'est l'exemple même. Ce qu'on peut faire, c'est aller jusqu'à 536, 75. Prendre un gros refoul à 536,75 et là, il ne faut pas être à 519, quoi. Il faut être à 500 parce que sinon, ça peut vite piquer, quoi. Hein. Donc ça, on va se le marquer aussi. Hein. Ça, je le sais. Attention, 536,75. Tous les chiffres un peu comme ça, 750 et tout ça. Hein, oui, mais là le piège, voilà, le piège, il est que tu vas te dire, ah ben ça y est, il a cassé le 500 parce qu'il est à 536, mais attention, 536, c'est la zone vraiment bloquante ici, hein. On l'a vu, deux bougies le font en plus, hein. Donc il peut, broum, d'un seul coup, donc il vaut mieux être la zone vraiment en dessous, hein, 50 points plus bas. D'ailleurs, 50 points plus bas, ça fait même 475. Hein, parce que 530 moins 50, ça fait pas 500. Hein. Ça fait 80. Voilà. Donc, ça fait même 475 en zone. Voilà. Donc, se mettre à 475, tu vas plutôt mettre. Ça marche. D'ailleurs, regardez, si on regarde là, hop, qu'est-ce qui s'est passé ici? Une fois qu'il a touché, là, bam, il fait 36,75. Ici, non, ici 30, pareil. Et là, on a quoi? Celui-là en point bas, plus bas 471. Vous voyez? Et lui, 469 en plus bas. Et plus haut, 494. D'accord? Donc, voilà, on sera mieux d'être à 50 points plus bas. Voilà. Mercredi, il n'y a pas grand chose. Hein, donc, on sera à peu près dans la même tendance et je pense qu'on peut avoir un range, en fait, tout simplement. Si le marché est revenu vers les 20 150, ben, on restera pour moi dans cette zone-là, vous voyez, dans la zone, à la rigueur, 20 000 et 20 150. À la rigueur, si on est plutôt baissier dans l'IPC, on peut continuer un peu à baisser, revenir vers les ici 800 et entre 20 000 et 800 si on est dans une tendance plutôt baissière. Si on est plutôt dans une tendance haussière, ben rester plutôt autour des 500, des 20 500, donc entre 20 500 et 20 400, quoi. Voilà, hein, donc sur cette tranche haute. Donc
range, si baissier, tendance. Donc, si tendance baissière, 20 000, 20 000 en point haut. Et on a dit donc 19,8, ouais, 19,8 là en S3J, tu vois, qui est pas mal, 19,800 en point bas. À tes souhaits. Et range point, et si tendance haussière, donc haussière, on va être 20 500, 20 400. Donc, on peut même mettre, du coup, le 300 pour au lieu du 400, on va mettre 340, quoi. 350, 340. Ah oui, celui de lundi. Celui de là, 337,25, quoi. 340. Voilà. Jeudi, donc, jeudi Powell. Donc, si on est jeudi avec Powell autour des 500 et qu'on veut monter, on peut prendre appui sur 500 et monter au moins là, vous voyez, pourquoi pas une percée, une tentative au moins là jusque cette zone 640, 650. Je pense pas qu'ils aient la force d'aller chercher le 700 là en haut, mais au moins, vous voyez cette phase là écraser un petit peu là, cette phase là. Vous voyez, de range, là, ou celle-là aussi, qui est le point bas de là. Vous voyez, là, ils ont tapé le point bas et hop, ils sont montés ici. Bon, même là, il est déjà à 770, tu vois, sur cette phase-là. Alors que là, 680, 700, voilà. Donc, on serait plutôt sur cette phase-là. Tac, tac. Donc, on serait plutôt sur du si haussier aussi. 20 000, donc on a dit, allez, 680 à 20 500, hein, si baissier. Donc on peut soit après, pareillement, du coup, le 20 150, hein, toujours en stock. Si on était haussier et que Powell calme et que ça revient, hein, on aura toujours ça. Et sinon, si on a un cumul de baisses, hein, un cumul de plusieurs baisses, là, on va aller venir justement retester le point bas plutôt le point bas du mois, 675, là, vous voyez, 700, qui a bien marché, plus bas de la semaine, plus bas du mois, qui s'est déjà fait toucher. Ah ouais, quand même. 50, hein. En haut, 20 550 et en bas, 19,7, c'est ça? Si on a un cumul de mauvais, oui. Oui. Hein? Merci. Voilà. Et après, vendredi, allez, vraiment en point bas de la semaine, moi je dirais qu'on pourrait avoir un 19 500 au plus bas, si tous les jours on devait avoir un dégazage, on va dire, un petit peu, parce qu'il n'y a pas non plus de raison parce que je pars du principe que le marché ouvre là dans 2h30 à 20 400. Hein. Donc il revient à 19 500, il a perdu 1000 points quand même. Hein. Ça veut dire qu'il a passé une mauvaise semaine quand même. Et sinon, s'il est haussier, pour moi, il peut pas aller plus haut que le 20 750. Il ne passera pas. Déjà, s'il passe 700, c'est beau. Et 750, encore moins. On identifie très bien la zone ici. Là, on voit bien que cette zone-là, elle ne peut pas être franchie, quoi. Pas sans news. Voilà. Sans news ou tweet. Voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il faut, il m'a foutre un tweet et le copain est en avant. Mais souvent, quand il tweet, ça tombe. Quoique la dernière fois, non, c'est monté. Non. Je dis des bêtises. Oui, si c'était quand c'était là. Hein. Ouais. Ça c'est lui. C'était ça, non? C'était quoi? C'était quand jeudi 8. Jeudi 8. Non, c'était pas là. C'était... Coup, à chaque fois qu'il a fait reculer ces taxes-là, ça a monté. Ouais. C'était là. C'était ça, là. C'était en 1 heure de temps. Hein. De toute façon, elle ne se voit pas beaucoup parce que ça n'a pas duré 10 ans. Mais c'était ça, là. Ici. Exact. Ouais.
Quand j'étais au téléphone, avec un avis là. Donc là, on est passé quand même de 20 000 à 20 300. Voilà, c'est ça. Il a rebondi presque au 75, là, 19 975, presque en avant. Il est monté de 300 points, je crois. 300 points. Voilà, donc on devrait avoir ce comportement-là, à mon sens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. J'ai assez parlé. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde quand on parle de ce que attend la Fed? En fait, je suis pas sûr que tout le monde des fois comprenne que la Fed, pourquoi la Fed elle voudrait pas d'inflation ou de l'inflation ou du moins de travail, etc. Est-ce que ça c'est bien clair pour tout le monde? Ça c'est quand même hyper important dans la façon dont vous comprenez le marché. C'est primordial. Hein. Dites-vous quelque chose, et je pense que ça, j'aimerais que vous soyez plus à le faire. Je sais que Mélina s'y intéresse et apte. Si vous voulez analyser ça, là, le graphique, bon, c'est pas le plus dur. Mais à un moment donné, souvenez-vous, trader, c'est pas forcément que le graphique. Et au contraire, c'est juste parce que comme le graphique, on l'a toujours devant nous, on s'intéresse beaucoup plus aux zones du graphique que à l'analyse fondamentale. Mais trader, c'est avant tout l'analyse fondamentale. Et du coup, c'est selon moi beaucoup plus, et pour ceux qui sont entre guillemets, d'ailleurs comme moi, hein, dans l'addiction du trading, il y a un moment où vous pouvez avoir dans ce schéma de recherche, d'apprentissage et de lecture, etc., la sensation d'être en train de trader parce que vous préparez le contexte dans lequel vous allez pouvoir ouvrir justement après le graphique. Et donc, vous avez moins besoin d'être en position tout le temps. Parce que, et même pour vous aussi, là, vous voyez, à minuit, je vais aller voir certainement où est le marché, mais plus pour savoir si j'ai raison que pour prendre la position. En fait, la position ne m'intéresse même pas. Bon, déjà, elle ne m'intéresse pas parce que c'est pas ouvert, mais en plus pour me dire, tiens, tu es dans la bonne analyse. Et en fait, ça va renforcer mon capital confiance quand je vais ouvrir mon graphique, quand je vais arriver. Et si, comme je vous dis, là, dans ma psycho, le marché ouvre pas loin, il monte à 400 et quelques le matin, et quand à l'ouverture, j'espère qu'il ne soit pas très loin de 400 pour revenir prendre appui, ma position à 300, pas loin là, de 350, je vais avoir confiance. Vous voyez, et si elle ne passe pas, même si elle me SL, j'ai beaucoup moins de regrets. Parce que je me dis, c'est pas grave, tu l'avais préparé, ça s'est pas passé comme tu le pensais, mais toi, tu as fourni un travail, tu étais là et tu n'as pas pris un truc au pif comme ça. C'est toujours beaucoup plus gratifiant. Et c'est beaucoup plus aussi acceptable de perdre quand on s'y est préparé, quand on s'est préparé à quelque chose, plutôt que quand on a juste foncé tête baissée. Donc, du coup, intéressez-vous à ça, parce que c'est quelque chose qui vous donnera pas forcément moins, mais qui vous donnera moins envie d'être en position, mais d'être plus souvent dans la position, par contre, que vous aviez détecté un petit peu avant et voulu. Voilà. Donc, essayez de le faire. Donc, je ne sais pas du coup si si vous êtes tous OK ou si vous êtes tous bien par rapport voilà, à cette psychologie que peut avoir la Fed. Pourquoi elle veut faire ci, pourquoi Trump veut absolument que Powell baisse les taux, par exemple. Est-ce que pourquoi en fait Trump il a cette pression-là alors que qu'est-ce que pour lui, quel est l'enjeu pour Trump que Powell baisse les taux, par exemple? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez? Mais voilà, c'est le chien qui répond par un ronflement. Mais toi, est-ce que tu le comprends, Michel? Parce que toi, tu participes. Je crois que je comprends un peu. C'est simple. Le but de la Fed, c'est de faire baisser l'inflation pour pouvoir baisser les taux. Pourquoi Trump il veut que la Fed baisse les taux?
pour pouvoir refaire les prix. Non, c'est pas ça? Il veut pas refaire les prix? Quel prix? Alors, attends. Marine, tu veux que j'explique quoi? Parce que tu m'expliques, Maxime, mais il faut que tu m'expliques, il faut que tu me dises. Et tu peux prendre le micro, hein. Tu peux poser la question avec le micro, si tu veux. Et si tu veux pas poser le micro... Ben, les prêts, tout ça, comme ça, ils retruquent tout à la baisse, non? Voilà. Comme ça, les gens, ils peuvent acheter à moindre... Leur crédit coûte moins cher, ils peuvent mettre plus d'argent dans le pays et tout ça. C'est ça, en gros, non? C'est pas ça? Alors, exactement. C'est ça. C'est Bon, que... je te l'explique avec mes mots. Mais non, mais c'est ça, c'est bien. Après, peu importe. Déjà, si tu l'expliques avec tes mots, c'est que tu as compris l'idée. L'idéologie de Trump, c'est que Trump, il a besoin d'une économie qui est comment dire, qui est dynamique. Trump, son premier mandat, il a pu faire tout ce qu'il a fait parce qu'il était dans une économie qui était dynamique. Donc, il a besoin d'une économie dynamique. Et pourquoi il a aussi besoin d'une économie dynamique, c'est que s'il veut pouvoir négocier des accords commerciaux avec les autres pays, il ne faut pas que son économie soit au ralenti. Si son économie est au ralenti, les autres ils vont lui dire « Attends, mais garçon, ton économie, elle n'avance pas. Qu'est-ce que tu viens me parler de me mettre des taxes? Mets-moi les taxes que tu veux, je m'en fous, je n'ai pas besoin de toi. Je vais aller faire mon business là où il y a du business à faire. » Si ton économie, elle est par contre, elle est bien développée et elle est dynamique, on a envie de commercer avec toi. Et si on a envie de commercer avec toi, lui, il a la force de pouvoir dire, tu veux accéder à mon marché dynamique, il faut que tu payes, garçon. Et donc, c'est ça, c'est aussi pour ça qu'il veut relancer la machine. Et la baisse de taux, c'est aussi, du coup, forcément, une baisse des taux de crédit. Et on le sait aux États-Unis, les taux de crédit, c'est pas comme chez nous. Et ils n'ont pas des taux fixes, ils ont beaucoup de taux variables, déjà, premièrement. Deuxièmement, les États-Unis vivent énormément avec la carte de bancaire à crédit. Les Américains vivent à crédit, s'endettent dès leur plus jeune âge. Et notamment aussi pour leurs études, etc. Et donc, si on a des taux élevés, ça veut dire qu'on a de moins en moins de chances de s'endetter. Et s'endetter pour consommer, ça veut dire qu'on a de moins en moins de chances de consommer. Si, quand on achète la télé, dernier cri, écran géant, machin, on la paye pas très cher, en plusieurs fois, sans frais ou à faible crédit, on peut acheter des télés. Si le crédit il est à 6%, peut-être qu'on ne changera pas la télé. Voilà. Sauf que eux, c'est des consommateurs. Normalement, c'est des drogués de consommation, les Américains. C'est pas, ils n'ont pas le droit d'avoir la télé qui est pas la dernière cri. Ils n'ont pas le droit d'avoir la plus belle télé du quartier, la plus belle voiture du quartier, la plus belle scie du quartier. Et donc, si les taux d'intérêt sont élevés, ils ne peuvent pas tout avoir. Donc, c'est pour ça qu'il veut baisser le taux d'intérêt. On est vraiment dans cette, comment dire, dans des clichés quelque part, mais c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est de dire, on veut que le consommateur s'endette. Parce que s'il est endetté, il va il va consommer et aussi, il va devoir travailler. Une fois qu'il est endetté. Donc, ça va lancer l'économie. Et donc, du coup, voilà pourquoi Trump, lui, veut baisser les taux et il veut que Powell baisse les taux. Et Powell ne peut pas baisser les taux parce que, pour l'instant, il n'a pas les signaux lui permettant de baisser les taux. Il a, en plus de ça, rajouté une fumée, comme si Trump avait jeté, on va dire, un fumigène dans la maison, quelque part, dans la maison Fed, en disant, voilà, avec les taxes douanières, un coup je les mets, un coup je les mets pas, un coup je mets 140%, un coup je mets 25%, un coup je mets 10%, un coup c'est libération de veille, un coup je reviens dans 30 jours, un coup dans 90 jours, donc on ne sait même plus. Mais dans tout ce marasme-là, qu'est-ce qu'on sait concrètement? Pour l'instant, on sait concrètement que tout le monde paye 10%, qu'il n'y a pas vraiment eu plus d'inflation, mais que c'est maintenant que ça va commencer à compter, à pouvoir savoir déjà l'impact de ces 10%. Et ça, c'est un peu comme nous, le marché, c'est psychologique. Nous, qu'est-ce qui se passe quand notre président il passe à la télé et qui dit qu'il est en guerre avec Poutine ou qu'il nous a fait une déclaration pour nous parler de la guerre Russie-Ukraine et que potentiellement, voilà, il a laissé sous-entendre que
on se posait des questions. Qu'est-ce qui s'est passé, les gens? Ça vous a donné envie de faire quoi, vous? Ça vous a donné envie de vous endetter? Ça vous a donné envie d'aller acheter une nouvelle voiture? Ça vous a donné envie d'aller faire un investissement? Peut-être pas. Voilà, ça vous a peut-être plutôt donné envie de mettre de l'argent de côté, de faire attention et de vous dire que le contexte, il était difficile. Donc, du coup, lui, c'est exactement la même chose. Si la psychologie, elle joue énormément pour le rendu. Et donc, si le consommateur américain, un coup, on lui dit qu'il va payer 140% sur les produits chinois, un coup, il va payer 60% sur les produits de là-bas, des voitures canadiennes à 50%, machin, mais après, on ne le met pas en place, mais il ne sait pas. Comme il ne sait pas, il a peur. Comme il a peur, il ne consomme plus. Il attend. Il se dit, attends, mais je ne sais pas quelle sauce je vais être mangé, on va voir. Là, ça craint. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui compte. Voilà au niveau de ce que peut projeter la Fed en se disant, dans ce cas-là, on va voir en quoi ces soft, pourquoi on appelle ça des soft data, c'est parce que ça, c'est pas de la donnée pure, c'est-à-dire que quand on dit le PIB, il est de temps, c'est de la hard data. Je veux dire, il y a eu un calcul qui est fait, il y a eu tant d'importation, tant d'exportation, il y a eu tant de production, de consommation, ça donne un chiffre, quoi. C'est tout. Il faut pas, c'est pas des analyses. Hein. Quand on dit il y a 240 000 chômeurs, il y a 240 000 mecs qui sont au chômage. Voilà, c'est tout. Il y a 240 000 bonhommes qui pointent. Voilà, c'est pas bien compliqué à calculer, c'est de la hard data. Hein. Quand on est dans de l'interprétation de ce que peut penser un consommateur vis-à-vis de la situation économique ou conflictuelle, vous voyez, comme quand Jérôme, au début du truc, il nous dit qu'est-ce qu'on peut penser de la situation entre l'Inde et le Pakistan, là, on est plus dans de la hard data, quoi. Là, on est dans une voilà, un sentiment. Et donc, ce sentiment, à un moment donné, il se fait ressentir dans les hard data. Voilà. Donc, voilà pourquoi la Fed ne peut pas, pour l'instant, agir. Et je trouve que le marché est assez conciliant avec ça. Mais tant mieux, parce que l'année dernière, il avait été très conciliant et après, il avait même été récompensé, souvenez-vous, hein, puisque la Fed avait fini par baisser les taux. À la fin de l'année. À la fin de l'année. Elle avait respecté son deal. Voilà. Mais là, tous les trucs là, à un moment, ils vont morfler, puisque comme Bernard Arnault, là, tu vois, qui a fait rentrer tout le champagne et tout, mais là, ils vont pas les payer, puisqu'il a déjà le produit dedans. Il va pas y avoir de frais de douane et tout ça, ils vont morfler avec ça au bout d'un moment, non? Mais là, qui ils le va ressentent, morfler? les Américains. Mais pourquoi morfler? Parce que s'il a rentré tout ça, maintenant, il va plus rien rentrer, donc ils vont rien gagner. C'est le risque, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Le risque, c'est que s'il a rentré tout ça, mais qu'il y a de la consommation, il en refera rentrer. On est d'accord? Ouais, c'est pas faux. Mais s'il n'y a pas de consommation, il ne fera rien rentrer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les autres, ils auront du stock. Qu'est-ce qui va se passer s'ils ont du stock et qu'ils n'ont personne qui consomme? Si toi, tu es une entreprise, que tu as du stock et qu'il n'y a personne qui t'achète, tu vas faire quoi? Je vais l'amener ailleurs. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu le baisses le prix? Eh ben voilà, tu baisses le prix. Ouais. Comment tu veux faire d'autre? C'est vrai. Si tu vends ta maison et qu'il n'y a personne qui te l'achète, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses le prix. Ouais. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Je veux dire, c'est vraiment... mettez-vous dans la situation de vous dire... qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que moi je ferais? En fait, c'est tout simplement aussi simple que ça, l'économie. C'est tout. Et là, il se dit, ok, si du coup, les mecs qui ont fait ça, qui ont anticipé les rentrées de douane, ils sont obligés, quelque part, à un moment donné, de baisser le prix, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont plus consommer, parce que ce sera moins cher. Mais surtout, avant ça, il va se passer quoi? Il y aura, du coup, si le prix baisse, ça veut dire qu'il y a moins d'inflation. Ouais. Et s'il y a moins d'inflation, qu'est-ce qui se passe? On peut baisser les taux. On peut baisser les taux. Voilà, tout simplement. Donc voilà pourquoi il fait ce pari-là. Parce qu'en fait, il se dit, ouais, allez-y. Et en attendant, quelque part, ça fait rentrer du produit sur son territoire. Et demain, ce produit, il va bien falloir qu'il soit vendu.
Et vendre un produit, ça veut dire qu'il y a des taxes quand même sur la vente, il y a des taxes sur tout ça, hein, de la même façon. Il n'y a pas que les droits de douane. Les droits de douane, c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul sujet des taxes quand même. Ce n'est pas la seule taxe qu'il y a dans le monde. Hein, donc voilà. Ils ont la TVA comme nous. Hein. Eh oui, bien sûr, tout le monde. Voilà. Du coup, je ne sais pas, Marine, est-ce qu'il y a d'autres sujets? L'endettement, quand tu parles de l'endettement, ça doit être parce que tout à l'heure, on a parlé de l'endettement des États-Unis. Et l'endettement de l'Amérique, c'est la même chose que pour un foyer. Si tu veux, comme nous, en France, on est endetté, le pays s'endette pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour pouvoir fonctionner, en fait, pour pouvoir avancer, produire du chiffre, du PIB, justement. Et donc, il s'endette normalement en fonction de son PIB. Sauf qu'on arrive dans des situations où il y a des pays, comme la France et comme les États-Unis, qui sont plus endettés que ce qu'ils produisent de PIB. Donc bon, en gros, ça veut dire que toi, c'est comme si on te prêtait, tu produis de salaire 2000 € et on te prête 2000, on te fait un crédit de 2400 € par mois. Bon, ben, déjà, ça veut dire que tu démarres le mois, tu es en déficit. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais c'est parce qu'on croit en l'avenir. On croit que ces pays, ils y arriveront, ils s'en sortiront, coûte que coûte. Donc voilà pourquoi on leur prête malgré qu'ils soient déficitaires. C'est ça le déficit et l'endettement. Et en fait, il y a dans ces pays-là, et notamment aux États-Unis, puisque c'est les États-Unis qui nous intéressent, une politique qui est mise en place de se dire qu'il y a dans le système de l'endettement qui produit de la richesse et de l'endettement qui n'en produit pas. En fait, le danger, c'est justement de pouvoir couper ce millefeuille administratif qui ne produit pas de richesse. Voilà. Parce que, en plus de ça, il faut savoir, par exemple, qu'en France, les fonctionnaires, la masse salariale des fonctionnaires, par exemple, fait partie du PIB. Hein. On considère que c'est une production de richesse. Bon, voilà. C'est un peu cocasse, mais c'est comme ça. C'est eux qui vivent sur l'État. Voilà. Donc, si on coupe cette dépense, en fait, forcément, on va accélérer le processus. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut couper les dépenses pour les États-Unis, parce qu'ils arrivent à un seuil où ils sont trop endettés par rapport à leur production de richesse, tout simplement. Et sachant qu'ils veulent en plus ralentir leur économie pour pouvoir baisser les taux. Hein. Donc, s'ils veulent ralentir l'économie, mais que déjà, cette économie qui n'est pas ralentie ne produit pas assez pour payer les dettes, il va falloir du coup ralentir la dette aussi. Hein, parce que si on continue la même dette et qu'on ne peut déjà pas rembourser et qu'on ralentit l'économie, forcément, il y a un moment donné où bon, quand même, ça va générer des problèmes. Voilà. Okay. Voilà. Bon, ben, écoutez, si tout le monde est bon, s'il n'y a pas d'autres questions supplémentaires, on va se quitter. Super, pour moi c'était extra. C'est ok. Après, c'est bon. Parfait. Bon, ben, on s'écrit sur le groupe à minuit hein, pour voir où en est l'ouverture. Voilà. Savoir si vous avez eu raison ou pas. Bonne soirée à tous. Allez, ciao à tous. Bisous. Merci. Ciao, bonne Salut. soirée.